comment est-ce qu'on va faire? D'abord, je fais une petite introduction courte. Toi? Et puis je te poserai une question. D'accord. Je ne te dis pas laquelle parce que tu vas commencer à ruminer d'avance. Ces jours, il n'est pas à prendre avec des pincettes. C'est pas vrai. Puis je vais faire ça, puis ça m'embête d'aller, puis j'aimerais bien y aller. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai. Je raconte la vérité. Vous êtes sur le même étage? Non. L'un à côté de l'autre. Heureusement, autrement, Non, moi, je suis autrement, si on était sur le même étage, Elle est alors en attique, madame. En attique. T'as un balcon? Oui. regarde, si, tandis qu'elle a tout Oh là, le tour tout du le tour de la immeuble. maison. Bon, ça me fait Faire une du belle patin à jambe. roulettes, là. Ça me fait une belle jambe. Mais Vous me dites quand on peut commencer? On peut y aller. Bon, alors je voudrais tout d'abord remercier Armand Magnin d'avoir accepté ce petit interview, cet entretien. Mais je voudrais auparavant te dire, au nom de tous les camarades du parti, combien on t'a apprécié, combien on t'apprécie, combien on t'aime. Tu étais pour nous, et tu es pour nous encore un exemple. Dieu sait si j'ai partagé pendant longtemps la vie politique avec toi, et encore aujourd'hui, tu es pour moi un exemple, et comme pour tous les camarades du parti. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut quand même savoir, d'abord, qui tu es, d'où tu viens, comment tu nous as débarqué dans la vie politique genevoise. oh, j'habitais à Fribourg. Mes parents sont venus à Genève en 1931 pour prendre un café. Et puis, moi, j'ai fait que les écoles primaires. À cette époque-là, c'était pas si facile de faire un apprentissage. Je suis rentré, il y avait des usines de métallurgie à Genève. On rentrait dans la métallurgie comme manœuvre. Puis je suis rentré à la robinetterie 6000 €. Et puis en partant de là, eh bien, si on a des conditions de salaire, d'hygiène, tout était scandaleux. Si on avait quelque chose dans le coffre, ben, on se battait, quoi. Et c'est là que j'ai commencé la lutte, commission ouvrière, syndicat. Et t'avais quel âge quand tu es venu à Genève? Quand je suis venu à Genève, j'avais 11 ans. Donc tu as fait des écoles J'ai primaires. fait seulement les écoles primaires à Plain-Palais et à Carouge. Tu habitais Plein Palais. J'habite à Plain-Palais, le café des Glycines, on avait. Ah oui, qui est un café qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours. Le nom existe toujours, mais le quartier a complètement changé. Avant, c'était presque la campagne quand on est arrivé. Voilà, puis après tu as immigré à Carouge. Après, j'ai migré à Carouge parce qu'on a décidé de reprendre un autre bistrot à Carouge, le café du Lion d'Or. Alors, je voudrais d'abord présenter les camarades qui sont ici. Vous avez la camarade Odette Bellone, que tu connais bien, que tu côtoies régulièrement, puisqu'elle est dans la même maison. Anne-Marie Pesson, qui est la secrétaire du Parti du Travail. Hein, chanté, là, je ne connaissais pas. Anne-Marie Pesson. C'est que ça se rajeunit. Eustacia Cortoréal, qui est une ancienne membre du comité directeur, ancienne conseillère municipale de la ville de Genève. René Glucksmann, qui est un ancien typographe, qui s'est recyclé dans la, qu'on appelle ça maintenant, hein, la photocomposition. Et des gens que vous ne voyez pas, entre autres Sébastien Écuyer, qui fait le perchiste aujourd'hui. Et bon, moi-même, je suis connu, et Jean-Charles Pelot, que tout le monde connaît maintenant, qui était réalisateur à la télévision romande. Je sais que vous étiez très ami d'un monsieur qui s'appelait Robert Ducré, Oui, qui était du Parti il était radical. le président du Conseil d'État. Et qu'il aussi, il vient de Carouge. Oui. Donc, pourquoi vous avez choisi le Parti du Travail? Pourquoi? Ah, mais parce qu'on avait deux situations. Il n'y a pas de comparaison. Ducré j'étais un petit artisan. Et personnellement, j'ai travaillé en usine. J'ai commencé par le syndicalisme et vite compris qu'il fallait doubler le syndicalisme par la lutte politique. Et puis, moi, moi j'étais président du syndicat des métallurgistes, mais tout naturellement, en 1945, c'était le Parti du Travail qui s'imposait, le Parti Socialiste. Bon, on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup contribué
à l'union entre le Parti du Travail et le Parti Socialiste. Mais mon choix, c'était évidemment le Parti du Travail, parce que c'est celui qui répondait à mes convictions, pas mes convictions idéologiques. Hein. Je ne suis pas venu au Parti du Travail par idéologie, mais par la lutte, par la nécessité de la lutte. Alors, c'est vrai que Eustacia, elle a mis le doigt sur un sujet qui est important. Tu as fait une approche d'abord syndicale, puisque tu avais une vingtaine d'années, tu étais rentré à Similor. Alors parle-nous un petit peu de l'activité, de qu'est-ce que faisait Similor et qu'est-ce que les conditions, en général dans la métallurgie, mais particulièrement à Similor, à ce moment-là, je vous parle de 1937, les conditions de salaire et d'hygiène, tout était lamentable. Comme je trouvais la fibre de la lutte en moi, je n'ai pas pu laisser passer ça. J'ai monté la commission ouvrière. Il y en avait une qui était moribonde. Je suis devenu président de la commission ouvrière et je suis resté 17 ans président de la commission, non, 15 ans président de la commission ouvrière. Et puis, simultanément, au syndicat de la FOMH, auquel je suis venu rapidement président aussi de la métallurgie et puis ensuite même de l'horlogerie. Mais à Similor, il y a eu des anecdotes, des grèves, vous avez mené. Je ne dirais pas des grèves, des arrêts de travail, d'une demi-journée, des journées. Oui, on a mené, mais c'était déjà, c'était pas facile. Même un arrêt de travail, pour les travailleurs, on ne fait pas grève ou des arrêts de travail sans raison, hein, parce qu'on perd son salaire et tout. Et il y a les familles qui comptent, hein, quand la paie n'arrive pas à diminuer. On a fait une fois une grève d'une semaine. Et c'est là qu'on s'est imposé, parce que le patron me connaissait bien, il venait au café chez mes parents, il ne me prenait pas au sérieux. Et quand, à un moment donné, je disais c'était un rapport des forces, ou bien il faut qu'on lui mette une graisse sur les bras. Et un jour, j'étais au service militaire, les copains me téléphonent pour me dire « Oh, il a mis à la porte un tel et tel qui revenait du service, qui avait fait 400 jours, qui avait une perte de famille, tout ça. » J'ai dit « C'est l'occasion. » J'ai réussi à avoir un congé à l'armée, je raconte une histoire, que je venais pour calmer un mouvement. Et puis finalement, bon, on a fait un arrêt de travail pour exiger le rembauchage de mes fumeaux. Et après une demi-journée, on a appelé la FOMH, naturellement, le patron a cédé. Et a payé sur les 2 jours qu'il avait perdus, il en a payé un. Alors, ça a changé complètement le rapport des forces. Avant, ils nous recevaient parce que la Convention de la métallurgie prévoit une commission ouvrière des 50 ouvriers. Donc, ils ne pouvaient pas la refuser, mais ils nous recevaient, puis ils rigolaient. Mais depuis ce jour-là, le rapport des forces a complètement changé. Ils rigolaient plus quand on lançait des revendications. Est-ce que tu as subi des menaces de licenciement? Ils ont essayé de me licencier plusieurs fois. J'ai pas été licencié, c'est parce qu'il très rapidement, j'étais président de la FOMH. Licencié, un président de la commission ouvrière de la Similor, c'était facile. Mais licencier le président de la FOMH, c'était beaucoup plus difficile. Au lendemain de la guerre, les syndicats étaient assez forts. On avait subi des restrictions, tout ça, et les syndicats se battaient. Alors, comme j'étais président de la FOMH, c'est ce qui m'a sauvé. Autrement, j'aurais été congédié. Du côté de la vie politique, tu avais été, ton frère, César, a été député avant-guerre. Il a été le plus jeune député en 1933 et j'ai été le plus jeune député en 1945. Mon frère, c'était sur la liste de Léon Nicole, socialiste de gauche, il en est, et puis moi sur la liste du Parti du Travail en 1945. Tu as adhéré donc à la fondation du Parti du Travail? À la fondation du Parti du Travail, oui, j'étais. Mais au début, j'étais dans les groupes d'usines. Comment ça fonctionnait, les groupes d'usines? Alors, les groupes d'usines, c'était un écrivain moyen de Bourbon. Il faut dire, à travers les groupes d'usines, on n'a pas toujours fait ça très habilement, mais on dirigeait les syndicats grâce aux groupes d'usines. Alors parfois,
C'est dangereux quand on est trop fort parce qu'on ne respecte pas toujours la démocratie. Hein. Alors, parfois, quand on était au syndicat de la FOMH, on était au comité de section, il y avait les arrêts métiers, les horlogers et tout, mais sur 15 qu'on était au comité de section, il devait y avoir 11 membres du Parti du Travail, alors on disait facilement, on vote. Hein, on discutait plus longtemps. Alors ça, on a commis quelques erreurs. Mais on a fait passer la section deuxième de l'FOMH de 2000 membres à 6000 membres en 3 ans. On a syndiqué les gens. C'est un beau résultat. À 6000 ans, le 90% du personnel était syndiqué. Le Parti du Travail était présent dans la plupart des grandes entreprises. Ah oui, il y avait une vingtaine d'entreprises de la métallurgie d'une certaine importance à cette époque. C'était bon. Eh bien, sur 20, il y avait 19 présidents de commission ouvrière qui étaient élus au bulletin secret. Hein. 19 présidents de commission ouvrière qui étaient membres du Parti du Travail connu, députés, conseillers municipaux, quelque chose. Il n'y avait que chez Sécheron, parce qu'il y avait un syndicaliste chrétien avec qui on a bien travaillé d'ailleurs, où on n'avait pas la présence de la commission ouvrière. Ça a changé, hein? Oui. J'aurais une deuxième question. C'est justement, vous avez dit que vous étiez à l'époque de Nicole. Et moi-même, en étudiant un peu l'histoire du parti, je me pose toujours la question pourquoi je considère que l'entrée de Nicole au parti, c'était un compromis. Et qu'est-ce que vous pensez? Non, la question de Nicole, on a dit que c'était une question de rivalité personnelle avec Vincent. C'est pas ça la vraie question. Il y a toujours dans une grande organisation des rivalités de personnes, hein, mais c'était secondaire ça. La vérité, c'est que Léon Nicole, qui était un socialiste de gauche, ça fait, a pris immédiatement position pour l'Union soviétique, et tout ce qui est de l'Union soviétique était sacré. Et l'Union soviétique était opposée à la politique de neutralité de la Suisse. Et Nicole n'emboîtait le pas à l'Union soviétique et voulait nous faire prendre position contre la politique de neutralité de la Suisse. C'est ça qui a le conflit, et c'est là qu'il y a eu la rupture avec Léon Nicole. Parce que nous considérions, avec raison, que si la Suisse abandonnait la politique de neutralité, c'était pour aller à l'OTAN, c'était pas pour aller au pacte de Varsovie. Hein. Donc, et là-dessus, vraiment, c'est la raison pour laquelle Nicole a été finalement exclu. Oui, c'est exclu un peu lui-même. Et ce qui est tragique, c'est que 3 ou 4 ans après, l'Union soviétique a complètement changé son fusil d'épaule. Elle s'est prononcée pour la neutralité, imposée à l'Autriche une neutralité semblable à la Suisse, alors que Nicole était parti dans l'autre sens. Je respecte beaucoup Nicole, parce que mon premier meeting politique, en 1945, j'ai fait au buffet de la gare de Vernier. J'étais l'ouvreur de la séance et l'orateur, c'était Léon Nicole. Le premier meeting politique que j'ai fait, c'était avec Léon Nicole au buffet de la gare de Vernier. J'ai une dernière question, excusez-moi. Et en étudiant toujours Jean Vincent, j'ai su que lui, il était contre, il était à faveur du nucléaire. Et vous voulez... on a distingué 2 choses. Ouais, Vincent c'était quelqu'un qui était très pragmatique. Et à ce moment-là, on a combattu à fond le nucléaire à travers un truc qui s'appelle l'appel de Stockholm. Et on a récolté en Suisse 250 000 signatures contre l'arme nucléaire. Mais en même temps, on était favorable, disons, au nucléaire civil. Et je crois que là, c'est une position qui était juste. C'était donc l'énergie atomique à des fins pacifiques. Oui, l'énergie atomique. Et même les Verts, à l'époque, ils étaient pour. Même les Verts étaient pour. Je ne me souviens pas les Verts, mais en tout cas, c'était... oui, on distinguait 2 choses. Le Parti du Travail était pour. Était pour,
Mais Lévy, qui était contre? Peut-être, mais tout le monde, Elle mais était le Parti contre, du mais- travail n'était pas monolithique. Quand les gens n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas d'accord. Moi, ça m'est arrivé de ne pas être d'accord avec Jean-Vincent. Mais on pouvait s'exprimer. Merci. Alors, quelles étaient les relations, par exemple, avec le Parti socialiste? Parce que le Parti socialiste, pendant la guerre, avant la guerre, donc il était sous l'influence de Léon Nicole. Il avait Oui. pris une position à gauche, puis c'était les fondements du Oui. Parti du travail, en fait. Oui, oui. La gauche C'est socialiste. Léon et Nicole les qui dominait communistes. la politique de gauche Voilà. avant la Mais guerre. il existait quand même encore le Parti socialiste. Il avait encore une section à Genève. Oui, mais une petite section. Quand Léon Nicole était là, il avait une section, un groupuscule, le Parti socialiste. En 1945, c'était... En 1945, je crois que le Parti du travail, c'est la première fois qu'il se présentait, a fait 36 sièges et les socialistes 8. Ils ont eu juste le quorum. Et le Juste le quorum, quorum. c'est 7. Ouais. Ça a un peu changé. Et alors, les rapports après, j'ai encore une question à propos du syndicalisme. Qu'est-ce que tu penses de Lucien Tronchet? Est-ce que tu as travaillé avec lui? Alors, Lucien Tronchet a eu le mérite d'imposer le syndicalisme dans les années 30, dans le bâtiment. Il avait des méthodes plutôt Musclé. singulières, musclées. Et ensuite, il a pris comme modèle les syndicats américains. Il est devenu vraiment un agent de service des deux syndicats américains, LFL, CIO. Je me souviens plus le nom de... C'est lui qui a, d'ailleurs, quand il y a eu la scission de la Fédération syndicale mondiale, ça a été organisé à Genève par Irving Brown, un dirigeant des syndicats américains, et c'est Tronchet qui avait organisé la manifestation. Bon, il a eu le mérite, encore une fois, d'imposer le syndicalisme à Genève dans les années... Au début des années 30. C'était quand même... Ça ne devait pas être la fête à l'union des syndicats non. entre les gens du Parti du Non, travail. mais moi, une fois, nous, le parti avait lancé un projet de loi paiement des intempéries dans le bâtiment. La FOBB se battait depuis longtemps, on n'arrivait pas à faire mettre ça dans le contrat. Et nous, on avait déposé un projet de loi, et c'est moi qui l'ai déposé au nom du parti. Puis on a convoqué des assemblées vers les chantiers. Tronchet est venu, pas lui-même, mais il a envoyé chez les gros bras pour dire « Mêle-toi de ce qui te regarde, tu marches sur nos plates-mondes ». Et moi, j'étais 2 jours après le trouver, sans demander de rendez-vous, je lui ai dit « Écoute, si tu cherches la bagarre, nous on la cherche pas, mais rappelle-toi qu'au 1er mai, tu avais essayé de nous démolir un char, ben, c'est pas nous qui avons fini à l'hôpital. Hein. » C'était la fête, pas tous les jours, alors. Non, les Tronchet, c'était difficile. C'est un anticommuniste notoire. C'est bon, beaucoup de gens disaient que c'est un communiste, mais parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est un anticommuniste acharné. Bon, mais je dis, il a eu un mérite d'imposer le syndicalisme dans le bâtiment, et c'est les premiers qui ont vraiment poussé dans le bâtiment, dans le syndicat à Genève. Le Parti du travail, en 1945, avait eu 35 élus au Grand 36. Conseil. 36. Un chiffre incroyable. Et- Il n'y avait pas la majorité avec Et les on, quelques était socialistes. désespérés parce que Léon Nicole était convaincu qu'on aurait les 50%, la majorité absolue. Et parce qu'on n'avait que 36 sièges, on était désolés. Ah, mais qu'est-ce qui explique le rapide déclin du Parti du travail en 1947? Je crois Ouais. on est descendu à Ouais. non, 49. On est descendu à 24 sièges. 24 et après 18. Mais ce que, d'abord, disons, on a surfé sur la vague, disons, au début de la fin de la guerre. Les gens avaient fait des sacrifices. Le parti était celui qui s'exprimait le plus radicalement. D'abord, je dois dire que le Parti du travail à Genève, si on prend en 1950, 45 et 60, toutes les lois sociales qui à Genève, sans distinction, ont été
pas voté seulement par le Parti de travail, mais le Parti de travail était l'aiguillon à déposer les projets de loi. Les vacances payées, c'est 100% le Parti du travail. On a lancé un projet de loi, oh non, on a déposé un projet de loi pour 15 jours, qui était accepté. Moi, j'ai déposé personnellement, aussi pour le parti, un projet de loi 3 semaines pour les jeunes, et avec un pécule de vacances de 5 francs par jour. Ce qui était un étudiant gagnait 1 franc par jour. Pas un étudiant, un apprenti. Donc, et ça, c'était accepté. Et après, on a déposé un projet de loi pour 3 semaines. Ça a été refusé. On a lancé une initiative populaire pour les 3 semaines. Et le Conseil d'État a présenté un contre-projet, 2 semaines, 2 semaines et demie, bon. Et ça a été accepté de justesse par le peuple, les 3 semaines. Et ensuite, compte tenu du faible résultat, le patronat a recouru au tribunal fédéral pour faire annuler la disant que c'était, comme c'était seulement à Genève, que c'était économiquement insupportable pour le canton. Et la première fois, j'ai assisté à ce tribunal, la première fois, ils étaient 3 contre 3. Et puis le 6e, c'est un Tessinois qui a fait un discours de 20 minutes, on ne savait jamais si c'était lui, si c'était non. Et lui, il a demandé un complément d'enquête. On est revenu 6 mois après, c'était toujours 3 contre 3, et lui nous a fait le même cinéma, on savait, on disait, c'est bon, c'est pas bon. Et finalement, il a dit, compte tenu que le seul argument patronal, c'est que c'est économiquement insupportable pour le canton, donc c'est le seul argument. Le Conseil d'État défend l'initiative, la loi, parce qu'elle avait été votée par le peuple. Le Conseil d'État était obligé de défendre la loi. Le Conseil d'État défend la loi, donc je considère que c'est quand même le Conseil d'État qui est le mieux à même de savoir si c'est économiquement ou pas supportable. Ça, c'est un bon point pour le Parti du travail. Ah oui, non, vraiment, les vacances payées, c'est le Parti du travail. Et ça, ensuite, ça s'est répercuté dans toute la Suisse, dans le canton de Vaud, je crois, de Châtel, puis après à Zurich, Bâle. C'est vraiment ça, c'est là, on a joué un rôle, en partant de Genève, on a joué un rôle national. Vous savez, si on parle de l'histoire, moi, je suis rapidement, comme responsable du parti, compris que l'union qu'il fallait faire, c'était avec le Parti socialiste. Et on a travaillé la main dans la main. D'ailleurs, je suis très heureux quand j'ai quitté le Grand Conseil, le responsable du Parti socialiste m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour l'union de la gauche à Genève. Ça, j'avais rapidement compris que le Parti de travail fort, mais seul, ne pouvait pas changer radicalement les choses. Je vous ai parlé des lois sociales. On était l'aiguillon ou le proposant, mais elles n'ont jamais pu être votées seulement par le Parti du travail. Donc ça, j'avais vite compris. Puis, ce Solidarité, c'est un mouvement d'inspiration trotskiste. Bon, ils sont créés. Maintenant, je pense qu'on est... C'est normal. Solidarité existe. Je crois que pour les prochaines élections, il y aura une liste commune, Parti du travail, Solidarité. Oui. Donc c'est jamais facile. Hein. Mais je me souviens que le Parti socialiste était pas favorable à l'unité. Et puis que non, le parti... C'est nous qui avons beaucoup... raconte l'histoire lorsque le parti avait invité ses électeurs à rajouter les... Et oui, ça... C'était quand même oui, c'était fantastique. On avait proposé au Parti socialiste une liste commune pour le Conseil d'État, avec Jean Vincent, et puis eux, c'était déjà Chavannes et Donzé, je crois. Et le Parti socialiste a refusé la liste commune. Et nous, on a invité nos électrices et nos électeurs à rajouter à la main Vincent, Donzé et Chavannes, et 70% de nos électeurs l'ont fait. C'était fantastique, c'était l'exemple. Nous avons vraiment été, je crois, on avait cette intelligence de comprendre qu'il fallait faire l'unité la plus large possible. Et le Parti socialiste, ce qui était difficile au début, c'est qu'il y avait pas mal de transfuges du Parti du travail. Alors quand c'est comme ça, il y avait quelqu'un qui avait quitté le Parti du travail et était des responsables du Parti socialiste, comme Louis Piguet, tout ça. Là, ça rend les politiques unitaires plus difficiles. Il faut surmonter les vieilles rognes. Armand Magnin, tu es rentré au Grand Conseil
dans la fournée de 1945 avec les 36 députés. Tu as joué un rôle au Grand Conseil qui était extrêmement important dans les questions sociales, mais dans la question du logement. Puisqu'on était à l'origine, à cette époque-là, on était à l'origine de la création du Rassemblement pour une politique sociale. Oui, j'étais vice-président. Raconte-nous un peu cette Oui, période, alors, puis aussi ta vie de député. Je dois dire que comme ancien député, et puis tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir le voir en fonction, Armand était un polémiste redoutable. oui. Jean-Vincent était extrêmement brillant, était un très bon polémiste, et Mais Armand disons, alors, avait une pêche. le problème, je me souviens plus de la question que tu as posée, l'arrivée au Grand Conseil. À propos du logement. Au propos du ça- logement, là vraiment on a mené une bataille aussi. Encore une fois, je me répète, je prétends pas, enfin, nous tous seuls on a tout fait, mais on a été souvent les initiateurs, et on a entraîné les autres, on a contraint presque parfois les autres avec le Parti Socialiste et parfois une aile, quelques députés chrétiens sociaux qui étaient des syndicalistes. Parce qu'il y avait un syndicat chrétien social. Et là, il y avait 2 ou 3 députés et des fois, ils ont contribué à faire la majorité. Ouais. Donc quand il y a eu les lois sur, on dit les lois Dupont. Oui. C'était les lois. Les sur lois le Dupont, HLM. parce que c'est Émile Dupont qui était un bon conseiller d'État d'abord, c'est une des personnalités, et il est arrivé justement où le moment, les autorités ont compris que, parce qu'avant c'était, ça dépend, c'est au privé, c'est pas aux organisations publiques. Moi, je menais la bataille à Carouge, on a construit les tours de Carouge notamment. C'était encore le moment où on disait, non, c'est du privé. Mais en 1950, on a commencé à voir que le privé, ça ne se faisait pas. Il fallait que les autorités publiques se mettent à la construction du logement social. Mais je dois dire que Émile Dupont était un bon conduit les lois Dupont, parce que c'était lui qui était là, qui les a mis en application. Mais c'était un bon conseiller d'État qui a contribué aussi. Mais nous, on a poussé constamment. Je dis, on était constamment ceux qui poussaient, qui avaient les idées, mais il fallait trouver des alliés pour les réaliser. Mais ce qui nous a frappé, ce qui nous frappe, c'est que les multiples facettes d'Armand Magnin. Il était sportif, syndicaliste. Bon, Parle-nous voir un peu Oui. de ta vie sportive. Moi j'ai eu deux passions. Le sport et la politique, le syndicalisme. C'est mes 2 passions. Le sport, j'étais 2 fois champion suisse junior de tennis de table. J'ai joué au football, j'étais pas mal. J'ai joué à Carouge. J'ai fait du tennis au tennis club de Carouge. Je faisais du ski très régulièrement. Et j'ai fini par faire du golf. Mais tu as fait du ski. Oui, du ski pendant 50 ans. 50 ans. J'ai fini par jouer au golf. Mais tu avais une certaine facilité au football aussi. Oui, j'étais un assez bon footballeur, mais à l'époque, on n'avait pas des entraîneurs. On commençait dans la rue, puis après, on y allait sans avoir des entraîneurs qui nous auraient formés. Mais je crois que j'aurais pu être un bon défenseur. Pas un technicien, mais... Tu jouais au Satus. Hein? C'était au Satus. Oui, je jouais à la Carouge Satus, mais à l'époque, on est sorti champion suisse en 1945, mais à l'époque, ça valait, je pense, une première ligue actuelle à la SF comme valeur. Bon, écoute, donc ta passion pour le golf, ça aussi, elle vient d'où? Ma passion pour le golf, c'est parce que quand j'avais 13-14 ans,
le golfe de Genève était à Aulnay et il y avait des caddies, on portait les sacs. Pendant un peu, on gagnait bien. D'un week-end, quand on portait 2 sacs à la fois, on gagnait bien. Alors, c'est comme ça que... Et puis après, j'étais à Montana où il y avait un hôtel, où c'était une carouage qui tenait cet hôtel, qui elle joue au golf. Elle m'a dit, on ne voulait pas jouer au golf, et puis on a commencé comme ça. Mais à Genève, lorsque c'était à côté de Genève, tu as joué au golf. À Bessec. Tu as réussi assez rapidement un coup qui t'a permis d'être inscrit sur la... Ah oui, Raconte-nous ça. j'ai fait ce que tout golfeur rêve, mais il faut avoir une chance énorme. J'ai fait un trou en 1. On appelle ça, au golf on parle en anglais, all in one. Ça ne devait pas plaire à tout le monde. Non, ça ne devait pas plaire à tout le monde parce que le tableau d'honneur, quand même, dans le milieu du golf, ça a un peu évolué, mais le milieu du golf, c'était plutôt quand même bourgeois. Alors, qui est mon nom au tableau d'honneur, ça chicane. Et au lieu de le fixer, il le collait, puis ça retombe, il retombait toujours. Il a fallu qu'il y ait un gars qui aille au comité pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi Magnin n'a pas la même plaquette que les autres? Alors, ensuite... Moi, je voulais te demander, tu étais dans ceux qui ont créé la Vivo en 49? Non, j'étais dedans, mais je ne jouais pas le rôle déterminant. Hein. C'est Roger Dafflon qui a créé la Vivo, hein, ça c'est certain. Et après, quand Roger Dafflon est mort, on m'a demandé de prendre la présidence de la Vivo. Alors j'ai eu la présidence pendant 5 ou 6 ans, pas longtemps, mais on m'a nommé président d'honneur. Puis après, je me disais, bon, c'était sur une proposition de la salle, je me disais, on aurait dû dire qu'on n'aime pas un président d'honneur comme ça. Bon. Mais c'est vrai qu'en 6 ans, comme la présidence de la Vivo, on a fait reculer 3 fois le Conseil d'État. Une manifestation à la patinoire où on était 700-800, et 2 manifestations à l'hôtel de ville où on était 1200. Et les 3 fois, on a fait reculer le Conseil d'État. Bon, c'était des batailles défensives, malheureusement. C'est le Conseil d'État qui avait voulu supprimer les prestations et on les a fait rétablir les 3 fois. Bon, je me disais, quand on m'a nommé président d'honneur, j'ai dit, bon, j'ai pas été longtemps, mais quand j'y étais, la Vivo a vraiment bougé. Comment en tant que militant communiste, tu as ressenti à la fois, par exemple, les événements de Prague, 1948, l'affaire de Hongrie, l'affaire tchécoslovaque, et la disparition des pays socialistes Mais, en tant que communistes? Si tu viens sur ces événements-là, naturellement, on a commis des erreurs. On n'était pas assez critiques, et notamment aux événements d'Hongrie. On a considéré que c'était une véritable contre-révolution, mais il y avait de la contre-révolution. Il ne faut pas oublier qu'en Hongrie, donc c'était en 1956, c'était pas longtemps après la guerre, hein, et Hongrie était le seul pays qui s'était engagé officiellement à côté d'Hitler. Hein. Ils avaient un mouvement qui s'appelait les Croix fléchées. Le président de Hongrie, c'était le général Horthy ou l'amiral Horthy. Et eux, c'est le seul pays qui s'est engagé officiellement. Alors, c'est pas étonnant que seulement quelques années après la guerre, et puis bon, il faut dire les choses, les pays qu'on a appelés socialistes, après, sont venus ils ont pris le pouvoir derrière les chars soviétiques. Hein, c'est les soviétiques qui avaient, c'est bon. Et ce qui avait dramatique, à part la Tchécoslovaquie, tous les partis communistes avaient été laminés par leurs adversaires. Et quand ils ont pris le pouvoir, naturellement, c'était des petits partis. Parce qu'ils avaient été, tous leurs dirigeants avaient été exécutés et autres. Et ce qui a fait que, probablement, bon, pas probablement, moi je l'ai constaté, tous les parvenus, tous ceux qui voulaient être des parvenus, entraient au Parti communiste. Parce qu'ils savaient bien que c'est eux qui allaient prendre le pouvoir. Et là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de communistes. Et c'est ce qui a conduit à des erreurs. Même les communistes réels, ils étaient
dans une certaine mesure, mis à l'écart par les parvenus. Et moi, j'ai connu notamment l'ambassadeur de Bulgarie en Suisse, un homme remarquable, Sabef, bien, il a presque été poussé dehors parce que son père a été fusillé à Grand Monument à Sofia. Eh bien, moi j'ai insisté pour aller voir ce monument. Quand j'étais, ils n'avaient pas envie de me le montrer, hein, parce que c'était vraiment, c'est un drame. C'était le Parti communiste après la guerre. On sont venus des partis, beaucoup de parvenus. Mais il y avait aussi le mouvement du 22 mars à Paris, c'est-à-dire le mouvement des étudiants. Et cette époque-là, le Parti du travail s'était renforcé auparavant avec beaucoup d'étudiants. Et puis ils s'en sont séparés, ils nous ont quittés. Tu te souviens de cette époque-là où les discussions qu'il y avait au parti avec les groupes étudiants. Le groupe d'étudiants, ça a été un peu dramatique parce que personnellement, je m'excuse, j'ai une oreille qui... Mais personnellement, j'étais secrétaire du parti, j'étais commencé au dirigeant du parti, j'étais préoccupé par le fait qu'on n'avait pas de renouvellement intellectuel. Et là, on avait le renouvellement intellectuel. Je m'étais dit, bon, il y a des jeunes architectes, des jeunes avocats, et tout ça. Je me dis, ouf, on a le renouvellement intellectuel. Et malheureusement, c'est arrivé en fait mai 68 et tout ça, qui ont fait qu'il y a eu conflit rapidement avec ces jeunes intellectuels. Pourtant, on a fait des gros efforts pour essayer de... Mais pour eux, ils avaient un peu perdu la boule. Je vous donne un exemple. Il fallait liquider tous ces vieux crabes, Vincent et compagnie, c'était ça. Hein. Je devais déjà être dans les vieux crabes. Alors, c'était ça, malheureusement. Et là, on a perdu la relève dont je parlais tout à l'heure, la relève intellectuelle. Ça nous a coûté assez cher. On avait admis au comité directeur Marco et Descarreaux. Et c'est moi qui les ai proposés. Et ils ont été en plus. Hein? Qui c'est qui était on ne les a pas proposés au Grand Conseil. Oui, c'est moi qui ai fait la proposition. Je me rappelle, je ne citerai pas des noms qui étaient opposés à ce que Marco et Descarreaux rentrent au comité directeur. Et Marco, on l'a mis sur la liste protégée, sur la liste du Grand Conseil, pour le faire rentrer au Grand Conseil. Là, c'est pas la meilleure affaire qu'on a fait. Descarreaux, il était comme son père, une tronche, c'était pas facile, mais c'était un gars compétent et engagé. Non, Marco, non, il m'a profondément déçu. C'est moi, je m'étais fait mettre, pas en minorité, mais presque, parce que j'avais proposé Marco sur une liste de députés protégés pour qu'il soit élu. Après, il y a eu la fin de l'Union soviétique, la RDA, le mur de Berlin et tout ça. Est-ce que tu considères que c'est la fin du communisme? Non, c'est la fin d'un communisme. Parce que, évidemment, c'est plus facile les choses en théorie qu'en application. Hein. C'est facile de réciter le marxisme, tout ça, quand il faut l'appliquer. Je ne dis pas que je peux le réciter, le marxisme, parce que je suis marxiste de terrain, mais je ne pense pas que c'est la fin du communisme, mais c'est la fin d'un communisme qui n'était pas le communisme. Voilà. Alors, maintenant, je pense que l'idéologie ou la théorie marxiste reste valable. Il faut l'appliquer. Ce qui était grave, à mon avis, d'abord, on avait supprimé le Comintern, qui était d'abord le comité des partis communistes. Après, il y a un autre comité qui s'appelle le Cominform. On l'a supprimé aussi, ça, pour qu'il n'y ait pas des directives communes. Mais c'était quand même l'Union soviétique qui, finalement, en tout cas, influençait grandement les prises de position des partis communistes. Alors, c'est ça alors quand l'Union soviétique a été tombée, a échoué, eh bien, ça a porté vraiment un coup, parce que, j'aimerais dire, sans se faire trop beau, mais
que le Parti du Travail a été assez mesuré. Par exemple, par rapport au Parti communiste français, qui lui était 100% derrière l'Union soviétique. Je m'excuse d'un terme pour utiliser un autre, pour quelqu'un d'autre, mais le Parti communiste français était stalinien. Hein, c'est ça, c'était le terme. Hein, avec des grands personnages, des gens comme Aragon, des intellectuels. C'était drôle d'ailleurs parce qu'ils avaient à la fois un parti ouvriériste et en même temps des grands intellectuels. Moi, si je pourrais me permettre un reproche, ça serait au Parti communiste italien. Parce que le Parti communiste italien, ils avaient aussi des grandes personnalités. Ils étaient plus ouverts que le Parti communiste français. Et ils avaient des rédactions de l'UNITA dans toutes les capitales des pays socialistes. Eh bien, je leur reproche, je pourrais leur dire ici, eux auraient pu, parce qu'eux savaient, eux ils voyaient. Hein. Nous on ne voyait pas, parce qu'on est le petit parti d'un petit pays. Hein. Tandis que le Parti communiste italien, c'est le grand parti d'un grand pays. Et ils étaient partout. Mais ce qui les a certainement freinés dans leur critique, c'était les premiers à faire critique avec Togliatti. Hein. Mais ce qui les a freinés, c'est qu'ils avaient un fil à la patte. Ils avaient une série d'entreprises d'import-export. Ils se finançaient avec ça. D'ailleurs, les Français aussi, mais les Italiens étaient très développés. Alors, quand vous avez un fil à la patte, ben quand vous les critiquez, vous êtes obligé de mesurer vos critiques. Et c'est ça. Mais j'aurais souhaité que le Parti communiste italien, qui voyait les choses, soit plus engagé dans la critique. Vous savez que dernièrement, au sein du parti, il y avait des camarades qui souhaitaient changer le nom du parti du travail au Parti communiste. Est-ce que vous étiez d'accord qu'on change le nom? Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Le Parti du Travail a une histoire. Il s'est fondé dans la clandestinité en 1943-44. Il y a quelques copains, pas encore dramatisés, mais il y a quand même quelques copains qui ont fait 15 jours de prison pour avoir vendu l'Étincelle, ces journaux-là. Et le Parti du Travail a une histoire qu'on a le droit de regarder en face. Parce que bon, on a commis des erreurs, parce qu'on n'a pas assez critique à l'égard de l'Union soviétique, mais on n'était pas ceux qui étaient les plus chauvins. On a eu une petite critique. Moi, je vais vous donner un exemple. Par hasard, j'ai dans mes fiches de police, j'en avais 140 pages, eh bien, il y avait un mot que j'étais peu apprécié à Moscou. Parce que c'est vrai qu'une ou deux fois, je me suis permis de critiquer. Une fois, de manière véhémente, on avait la kermesse à Genève, il y avait un représentant soviétique de haut niveau, et il y avait les événements en Pologne. Et tout d'un coup, ce gars-là dit, il y avait Vincent qui était là, et offert, ce gars a dit, depuis quand on hésite à faire couler le sang pour défendre la révolution. Moi, j'ai bondi. J'ai dit que le sang de qui? Des travailleurs polonais avec les chars. Alors, si j'ai dit ça une fois, mais j'ai dit d'autres fois des critiques, autres. Alors vous étiez coché, hein, je dis, pour vous montrer mes fiches que j'étais peu apprécié à Moscou. Bon, je me rappelle que le journaliste de la Suisse qui m'a fait des bêtises me disait, mais c'est formidable pour toi, je vais sortir ça. Tu te rends compte? Ça veut dire que tu n'es pas pro-soviétique. Éliminé. Donc, garder le nom du Parti du Travail, c'est une question historique, pas C'est une politique. question historique. Vraiment, c'était fondé dans la clandestinité. Et aujourd'hui, vous comprenez, plus on est faible, plus on essaie de se raccrocher à des mythes. Alors naturellement, ça s'appelait Parti communiste, ça fait mieux que Parti du Travail. Pour des jeunes, peut-être tout ça, c'est évident. Mais là, on a une histoire, parti. Et on a une histoire qu'on a le droit de regarder en face, parce qu'on a vraiment été correct dans tout ce qu'on a fait.
encore, je vais dire, relativement critique vis-à-vis de l'Union soviétique, si on tient compte qu'on était un tout petit parti, d'un petit pays. Et puis, on a fait, dans certains cantons suisses, une avancée sociale dont on est à l'origine. Hein, et ces cantons ont débordé, notamment sur la Suisse alémanique. C'est un exemple, on était faible en Suisse alémanique. Alors, on avait quand même Zurich et Bâle, des positions assez bonnes, ou Tessin, mais ça a été plus difficile parce qu'il y avait dans le Parti du travail Zurich et Bâle des anciens dirigeants socialistes qui sont très rapidement retournés au Parti socialiste. Quand tu vois tout ce qui s'est passé, tu constates toute la longue vie que tu as menée pour les travailleurs, comment tu vois l'avenir? C'est encore un avenir. Écoute, l'avenir, je dirais que je suis assez inquiet. Parce que les forces capitalistes se sont concentrées toujours plus. Il y a un capitalisme financier qui s'est développé énormément. Avant, on parlait du capitalisme financier, du capitalisme industriel, mais maintenant, le capitalisme industriel, c'est le capital financier parce que les nécessités de rénovation avec la nouvelle technologie ont nécessité des capitaux énormes, et finalement, les industries sont entre les mains des banques. Il n'y a plus que le capital financier qui dirige toute la société. Alors, bon, peut-être les excès du capitalisme feront, à la longue, réagir les peuples, moi, je pense. Mais la lutte est une longue bataille. Hein. Ça ne veut pas dire que dans 30 ans, les peuples vont être soulevés parce que le capitalisme a exagéré. Mais je crois quand même que les forces, petit à petit, prendront conscience de la situation et mèneront des batailles plus dures qu'aujourd'hui. Mais il faut dire quand même, parce que c'est un anachronisme extraordinaire. Vous prenez dans des pays, chez nous c'est relativement, comparativement à d'autres pays, relativement convenable. Mais vous prenez en France, qui est un pays à côté de nous, hein, mais il y a des entreprises qui font des bénéfices fabuleux et qui licencient pendant ce temps. Et c'est des entreprises qui ont reçu des milliards par les pouvoirs publics à un moment donné. Et là, il commence à y avoir des mouvements. Le problème, c'est que danger que des mouvements qui se dispersent, par exemple. Hein, je trouve qu'il faut avoir notre identité. Et je trouve que le tort des partis communistes dans ces pays, et même italiens, ça doit tellement se rechercher l'unité avec les autres que se sont fondus dans les autres. Et il y a plus. Alors, il faut l'unité, mais sous notre propre bannière, travailler avec les autres. C'est évident, on ne peut pas faire quelque chose tout seul, mais on a besoin d'avoir notre identité. C'est pour ça que le Parti du Travail, c'est le Parti du Travail, et c'est quand même depuis 1944 qu'il est fondé. Eh bien, ce serait une erreur de prendre le Parti communiste, parce que ça serait éloigné en Suisse, ça serait éloigné les personnes pour faire plaisir à quelques-uns. On est communiste, mais on s'appelle Parti du Travail. Moi, j'ai une petite question et aussi une réflexion parce que je me dis, mais c'est formidable en vous écoutant tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et surtout la très grande mobilisation qu'il y avait à cette époque des camarades et de la population qui suivait. Et aujourd'hui, on a eu les 30 Glorieuses, et après on assiste maintenant à un retour en arrière. Un certain retour en arrière, pas tout, heureusement, il y a des acquis sociaux comme les congés payés qui sont bien là, mais tout de même, il y a une régression, il y a la classe moyenne qui s'appauvrit de plus en plus, ceux qui sont déjà pauvres sont encore plus pauvres, on leur coupe les prestations, et il semblerait que tant chez nous que parmi la population, il y a une mentalité qui n'est plus celle d'avant. Et j'ai l'impression que les gens sont repliés sur eux-mêmes, qu'ils baissent les bras, tant chez nos camarades d'ailleurs pour la lutte,
que la population qui nous suit. Alors, Je suis est-ce qu'il y d'accord aurait des avec vous. solutions? Il y a Est-ce un que- aspect tragique. Quand les gens ont obtenu un certain niveau de vie, ils luttent moins. Et je ne dirais pas qu'il faut être dans la misère politique. Moi, à l'entreprise, quand j'étais là à Simélor, les ouvriers les plus mal payés, c'était la fonderie. C'est pas là que j'ai trouvé ceux qui voulaient lutter pour mettre une commission ouvrière. C'est avec les ouvriers qualifiés que on a trouvé ça. Donc, mais la situation a beaucoup changé. C'est différent. Prenons à Genève, il n'y a plus de classe ouvrière traditionnelle. Hein. Les usines ont disparu. Hein. Moi, quand j'étais président de la métallurgie, mais il y avait 12 à 15 000 ouvriers dans la métallurgie. Il y avait une vingtaine d'entreprises entre 100 et 1500 et 500 ouvriers. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je ne dirais pas qu'ils l'ont fait sciemment, mais ils n'ont rien fait pour défendre l'industrie à Genève. Parce que les arrange bien que quand il y a une industrie, il y a un prolétariat. Alors, j'utilise des termes qu'on n'utilise plus presque. Mais c'est vrai, mais Genève aujourd'hui est un canton de services. Il y a 70, les services englobent tout, hein, mais si je ne me trompe pas, il y a 74% des travailleurs qui travaillent dans le tertiaire. Et puis 2% dans l'agriculture, la viticulture, et seulement 22% dans l'industrie. Et l'industrie à Genève, c'est l'industrie de luxe, l'horlogerie de luxe, la chimie, mais la métallurgie a pratiquement disparu. En tout cas, les grandes entreprises ont disparu. Je voudrais d'abord, au nom de tous les camarades qui sont là, te remercier d'avoir répondu, puis de nous avoir fait un cours d'histoire. C'était magnifique. Et puis on te souhaite une bonne santé. On va d'ailleurs